Rojas, il faut nous expliquer quelque chose ici sur ce plateau. Pourquoi est-ce que cette région-là n'a pas demandé l'aide de la France ou l'aide de l'Union européenne, tant les images étaient impressionnantes? On a du mal à comprendre encore cela ce soir. C'est quoi? C'est une question d'ego? Alors c'est difficile à dire, parce que évidemment, d'un point de vue politique, il y a beaucoup d'enjeux aussi. C'est-à-dire que le président de la région de Valence, Carlos Masson, a été élu il y a 1 an. Pourquoi il y a tellement de déceptions, il y a tellement de critiques à son encontre? C'est que, par exemple, l'une des premières mesures qu'il a prises quand il est arrivé à la présidence de la région il y a 1 an, c'est de supprimer le service régional d'urgence, en disant que c'était une dépense bien excessive par rapport au budget de la région. Et à côté de ça, on voyait qu'ils faisaient des dépenses, j'allais dire, un peu étonnantes. Par exemple, ils n'étaient pas à verser 16 ou 17 millions d'argent public pour organiser des corridas. Donc il y a un problème de choix de priorité pour ce gouvernement de la région de Valence qui aujourd'hui est mis en lumière, en réalité, parce qu'on voit bien que quand on choisit une priorité plutôt qu'une autre, ça a des Pourquoi conséquences. ils ne demandent pas l'aide internationale? C'est assez inexplicable. C'est-à-dire que depuis une semaine, il donne quand même la sensation de justifier l'absence, les heures d'absence qu'on a vues de sa part le jour où tout s'est passé, le mardi 29 octobre. Il y a, je pense, une crainte probablement fondée de devoir rendre des comptes sur ce qu'il a fait. Moi, à titre d'exemple, j'ai observé aujourd'hui que, par exemple, l'université de Valencia, la veille, le lundi soir déjà, commençait à s'inquiéter. Et avait des demandé possibles d'ailleurs aux conséquences. étudiants de ne pas venir. Et le mardi matin, en fait, a dit, même le lundi soir, par mesure de précaution, alors qu'il n'y avait pas encore une goutte d'eau qui était tombée, mais l'équipe de, j'allais dire, il y a un comité d'urgence de l'université de Valencia qui s'est réuni le lundi soir, qui s'est encore réuni le mardi matin, et dès le lundi soir, ils ont décidé de suspendre immédiatement les cours pour tous les étudiants. Et le mardi matin, voyant qu'effectivement l'alerte rouge était sur le point d'être déclenchée, ils ont dit à tout le personnel de l'université, y compris le personnel administratif, de rentrer très vite chez eux, et ils sont rentrés dès le mardi matin, ce qui explique encore plus difficilement pourquoi au niveau du gouvernement et y compris de la mairie de Valencia, c'est-à-dire que la mairie de Valencia s'est absolument pas inquiétée ce jour-là, et toutes les écoles étaient ouvertes le mardi. Et ce qui est assez, c'est-à-dire que d'un côté on voit bien que l'université de Valencia, qui avait cette compétence effectivement pour fermer ses locaux et pour dire aux gens de ne pas venir en cours et dire à tout le personnel administratif immédiatement de partir chez eux, ça a probablement sauvé des vies. Et on va repartir sur le terrain pour vous retrouver. Robin, Aon, vous êtes con, José Rojas, ces images, c'est vrai, il y a ce climat de tension qui est véritablement très important dans cette région et qui n'excuse absolument pas le comportement que nos reporters ont subi. On ne voit pas très bien. Alors on ne sait pas si c'est la police nationale ou la police locale. Donc c'est un peu difficile de savoir quel corps de policiers ou quel corps de police exactement est concerné. Est-ce qu'on voit ce type d'image? Alors d'abord ce type de manifestation et ce climat très électrique. Est-ce qu'on est habitué à ça en Espagne ou pas? Déjà effectivement, en Espagne, les manifestations de cette ampleur sont excessivement rares. Alors curieusement, moi, je connais très bien la ville de Valencia. Je reconnais tout à fait tous les endroits qui ont été filmés aujourd'hui parce que c'est vraiment le centre historique, c'est le centre-ville, donc je connais ça pour y être allé très souvent. C'est mon lieu de vacances habituel, pour ne rien vous cacher, donc je connais très bien la ville. Ce que je peux vous dire, c'est que des manifestations dans Valencia, j'en ai quasiment jamais vu. La dernière, c'était il y a un peu plus d'1 mois, et c'était une manifestation en solidarité avec les Palestiniens de Gaza. Et mis à part cette manifestation, à ma connaissance, j'en ai jamais vu. La manifestation d'aujourd'hui est évidemment exceptionnelle. C'est une protestation, je crois, quasiment spontanée d'une grande partie de la population. D'ailleurs, ceux qui convoquaient cette manifestation, c'est quand même une 40aine d'organisations. Donc c'est un champ d'organisateurs quand même très large. Le comportement de ces policiers est d'autant plus difficile à comprendre que, effectivement, je pense qu'ils sont
vraisemblablement pas habitués. C'est pour ça que je suis d'avis que ça doit être la police locale de Valencia. C'est pas forcément une police anti-émeute qui est expérimentée ou qui a véritablement une formation et une expérience étendue, comme ça peut être le cas, par exemple, des CRS en France. Donc je pense qu'ils étaient probablement très tendus, très nerveux. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, les manifestants, à un moment, se sont arrêtés devant le palais du président de la région de Valence, devant le palais où travaille Monsieur Monzon, et peut-être qu'effectivement, ils avaient pour consigne de défendre ce bâtiment. Oui, d'empêcher les intrusions, et on a vu ces images. Ce centre-ville historique, moi je reconnais la place de la cathédrale, je reconnais ces rues-là, la mairie, c'est vraiment le centre historique, et contrairement à des villes comme Paris, où il y a des grandes avenues, dans le centre-ville de Valencia, c'est souvent des très petites rues. Donc évidemment, pour le maintien de l'ordre, ça doit être quand même assez compliqué. Et je pense que c'est la première fois, à ma connaissance, que des manifestants vont directement essayer de faire pression ou de protester carrément devant le lieu de travail en fait du président de la région de Valence. Je pense qu'ils avaient des consignes précises pour protéger ces bâtiments officiels. On est en direct avec Maria José Rojas sur ce que disait Ludovic Pingano à l'instant. Cette question politique, ça va marquer les esprits des Espagnols. C'est toute la difficulté, on le disait tout à l'heure, entre cet État central. Finalement, Pedro Sánchez, le Premier ministre espagnol, il ne peut pas faire grand-chose. Alors c'est un peu plus subtil et un peu plus compliqué que ça. C'est vrai que pour des Français, c'est difficile à comprendre que l'Espagne est un pays très décentralisé. C'est plus comparable à un pays comme les États-Unis ou l'Allemagne fédérale, où les régions, les États fédérés aux États-Unis ont des pouvoirs très importants. C'est-à-dire que on peut pas juridiquement. Moi, je suis juriste, donc je peux comprendre que Pedro Sánchez, le Premier ministre espagnol, a des scrupules pour intervenir. Pourquoi ? Parce qu'il y a des procédures et des normes à respecter. Alors c'est vrai que c'est ce qui exaspère justement les Espagnols. Alors, face à cette urgence. La difficulté ici en particulier, c'est qu'on a un phénomène qui est d'une intensité jamais vue auparavant. Je crois que c'est la pire catastrophe naturelle qui s'est produite en Espagne depuis de toute son histoire. Il y a des conséquences immédiates qui sont terribles, c'est-à-dire les voies de communication coupées. Il y a des lignes de chemin de fer qui ne pourront être rétablies que la semaine prochaine. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de train qui fonctionne dans cette région-là en tout cas. Ce qui fonctionne, c'est l'aéroport et le port de Valencia. Donc pour faire venir ne serait-ce que des secours, c'est extrêmement compliqué. Moi, j'admire le travail de vos journalistes, mais par exemple, j'aurais aimé qu'ils interrogent les forces de police, les militaires qui sont présents. Peut-être pas assez vite, pas au goût de tout le monde, mais il faut un effort gigantesque. Et on entendait ces jours-ci le général, le chef de l'unité militaire d'urgence, la Oumé, qui expliquait, mais moi je suis prêt avec tous mes soldats, avec tous les militaires, tous les soldats disponibles à intervenir, mais il faut qu'on nous dise où. C'est-à-dire que après le problème de manque d'anticipation, de manque d'alerte ou d'une alerte tardive qui est arrivée à 20h30 alors que les gens étaient déjà pratiquement noyés, il y a aussi la question de l'analyse des besoins. Et c'est là où moi j'en veux énormément au président de la région de Valence, parce que effectivement on a l'impression qu'il se cache, qui est d'abord préoccupé par sa survie politique et d'essayer d'expliquer ce qu'il faisait le 29 octobre. Maintenant on le sait tous. Il avait disparu pendant des heures en faisant autre chose. La presse espagnole qui révèle qu'il était un déjeuner avec une journaliste. Il faisait la politique politicienne, c'est-à-dire que pendant 4-5 heures, il a disparu ce jour-là. Et ça, c'est pas normal. Et ce qui s'est passé dans les jours suivants, c'est qu'on attend de quelqu'un qui est responsable, que ce soit d'ailleurs le président de la région ou d'autres autorisés, c'est qu'il fasse une analyse des besoins. De quoi on a besoin, où, à quel endroit. Ce phénomène des inondations, il a touché 80 communes. 80 communes, c'est énorme. On est dans une région, la région valencienne, en tout, avec les 3 départements, c'est 5 millions de personnes. Il y a 1 million d'habitants pratiquement à Valencia et autour de Valencia. Donc c'est une population très très dense. Ce qui a manqué, à mon sens, c'est la capacité d'analyser les besoins. Là, tout à l'heure, on disait, Monsieur Masson, le président de la région, se cache. Effectivement, il s'est caché, sauf lundi. Moi, lundi, je l'ai vu paraître à la télévision. Moi, je suis tombé de ma chaise. Parce qu'à un moment où on est en train de chercher des personnes, c'est-à-dire qu'on doit s'occuper de rétablir les voies de communication, d'essayer, je veux dire, on avait un pompier qui nous a dit, mais le 29 octobre où ça s'est passé, nous, on a perdu 10 camions de pompiers dans la marée de boue. Et qu'est-ce qu'il disait à la télévision ? Et en fait, lundi, il apparaît à la télévision. Et il nous fait un catalogue de tout ce qu'il va demander comme argent, de l'argent pour les commerçants, de l'argent pour les entreprises, de l'argent, etc.
Enfin, moi, je suis tombé de ma chaise. C'est pas, moi, c'est pas ça les besoins dans une catastrophe naturelle. C'est de savoir de venir au secours des populations, de les évacuer éventuellement, de les reloger, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont perdu évidemment leur logement, qui sont à l'hôtel, qui sont hébergés par le Farmic quand ils en ont. Et surtout, moi, là où je veux vraiment dire que malgré toutes ces mauvaises nouvelles, malgré cette situation très difficile, on a une population espagnole qui est extrêmement solidaire. Aujourd'hui, on avait à peu près 1500 personnes qui avaient dit nous on vient ce week-end en 50 autocars puisque les trains c'est pas possible. Il y a des gens qui viennent, etc. Et il y a un travail énorme, c'est-à-dire que même avec la présence de tous les militaires, il y a un travail énorme. Il y a à peu près 100 000 véhicules qui sont jetés à la poubelle. Donc quand on parle des 100 000 véhicules, on a du mal à se rendre 300 compte. ou 400 000 litres d'essence, d'huile usagée qu'il faut nettoyer et qui, évidemment, c'est un impact écologique énorme parce que ça risque de contaminer, de polluer une grande partie de la région. Donc il y a une urgence dans plusieurs domaines. Et on est en direct avec Thierry